C'est l'histoire d'une course contre la montre. Mais c'est surtout l'histoire d'une trahison. Une trahison institutionnelle. Une faille béante dans le système de justice qui a permis à l'impensable de se produire en plein jour. Pendant des années, les autorités nous ont abreuvé de discours sur la réinsertion, sur le gros manteler ce discours pièce par pièce. Nous allons vous montrer comment en plein cœur de l'été, au milieu d'une fête de quartier, un prédateur multirécidiviste a pu s'emparer d'un enfant de 5 ans. La vérité que nous allons révéler n'est pas seulement celle de l'horreur vécue par le petit et sa famille, mais celle d'un homme qui n'aurait jamais dû être libre. Ce soir, l'histoire officielle s'arrête. Le 15 août 2007 a basculé à Roudoun en Fab Unices Pelalipe. Investigation, Roubaix, 15 août 2007. La ville est en ébullition. C'est le jour de la grande braderie, une tradition séculaire qui transforme les rues du quartier de l'Omelay en un marché géant, une marée humaine joyeuse où les familles se côtoient, où les enfants jouent en toute insouciance. C'est dans cette atmosphère de légèreté, de chaleur estivale et de convivialité que l'horreur va s'infiltrer, silencieusement, insidieusement. Mustapha, le père d'Enis, rentre du travail vers 14h30. Il est fatigué, mais heureux de retrouver son fils de 5 ans. Enis est un enfant plein de vie qui vient de recevoir de nouvelles baskets de sa grand-mère. Un détail qui, dans l'immédiateté de l'événement, semble insignifiant, mais qui prendra une résonance tragique. Mustapha cherche son fils, mais l'enfant n'est nulle part. La première heure est celle de la dénégation, de la recherche désespérée. Il crie le nom d'Enis dans la maison, sur 3 étages. Il interroge son père, le grand-père d'Enis, qui était en train de bricoler. « Il était là il y a 5 minutes, » lui dit-il. Mustapha ne s'alarme pas encore. Il pense qu'Enis est reparti avec sa grand-mère, ou qu'il joue au ballon avec les voisins dans le parc, un lieu où tout le monde se connaît. Il n'y a aucun risque. C'est la première illusion qui s'effondre. Il court vers sa mère qui revient de la braderie. « Il n'est pas avec toi ?» lui demande-t-il. La réponse de la grand-mère est un coup de poignard. « Non, je l'ai laissé à la maison avec ton père. Il voulait essayer ses nouvelles baskets. » L'inquiétude se mue en panique. La recherche s'intensifie. Mustapha, sa mère, son père, il fouilla le quartier, la braderie, les rues adjacentes. Ils interrogent les commerçants, décrivent Enis, ses vêtements, ses nouvelles chaussures. Mais la foule est un camouflage parfait, un labyrinthe d'anonymat. C'est une course contre la montre, mais les secondes s'écoulent sans que la machine judiciaire ne soit encore enclenchée. Au bout de 30 minutes de recherches infructueuses, Mustapha doit se rendre à l'évidence. Son fils est introuvable. Il se rend au commissariat central de Roubaix. L'accueil au commissariat est froid, protocolaire. Mustapha, en larmes, signale la disparition. La police explore d'abord les pistes classiques, fugue, accident, enlèvement parental. La première hypothèse, celle que la police explore avec insistance, est celle d'un enlèvement parental, compte tenu du divorce difficile de Mustapha 4 ans auparavant. Cette piste, bien que rapidement écartée par le père, fait perdre un temps précieux aux enquêteurs. Mustapha, dévasté, se souvient de la fiche d'enfant disparu qu'il a vue en entrant, datant de 1986. « Déjà ça m'a tué », dira-t-il plus tard. « Ma tête était déjà négative. » Les patrouilles de police sont envoyées pour rechercher l'enfant dans la braderie et les rues avoisinantes. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. La mobilisation citoyenne est plus rapide. Les voisins se mobilisent, impriment des affiches avec la photo d'Enis, les distribuent partout. La solidarité du quartier de l'Omelay est le premier rempart contre le désespoir. Le tournant de l'enquête, le moment où la lumière perce l'obscurité, vient d'un témoignage de voisinage. Au détour d'une rue, Mustapha croise un voisin qui revient de la braderie. « Karim, tu n'aurais pas vu Enis ?» lui demande-t-il. La réponse du voisin est un choc. « Je l'ai aperçu il y a 10-15 minutes de ça. Il était avec son oncle. » Mustapha est glacé. Il n'a pas d'oncle. Cette description, celle d'un homme qui se fait passer pour un proche, est la première piste réelle. Les enquêteurs de la PJ de Lille sont saisis. Ils disposent d'un signalement précis de l'éventuel ravisseur, un homme d'une 40aine ou 50aine d'années, et surtout
Un détail crucial, un bras dans le plâtre. Ce détail, anodin en apparence, va devenir le fil d'Ariane de l'enquête. Les signalements de l'homme et de l'enfant sont diffusés à l'ensemble des polices du département et de la Belgique toute proche. L'appel à témoins est diffusé sur les médias régionaux. Le soir même, vers 19h, un cafetier de Roubaix, Rabat Ahmed, voit le signalement à la télévision. L'homme au bras plâtré lui rappelle un client régulier. Il donne un nom aux enquêteurs, Francis Rarvesis. Mais en vérifiant les fichiers, la police découvre que le nom est légèrement erroné. Le véritable nom est Francis Evrard. Et ce nom, Evrard, n'est pas celui d'un simple suspect. C'est celui d'un fantôme du système judiciaire, un homme qui aurait dû être sous clé. C'est un nom qui, dans les couloirs de la PJ, résonne comme un coup de tonnerre, car Francis Evrard est un délinquant sexuel multirécidiviste, un homme que l'État avait laissé libre. Conspiration. Le nom de Francis Evrard résonne comme un coup de tonnerre dans les couloirs de la PJ de Lille. Evrard n'est pas un inconnu. Il est un prédateur, un homme qui a passé la moitié de sa vie derrière les barreaux pour des agressions et viols sur mineurs. La conspiration ici n'est pas un complot d'État au sens classique, mais le silence assourdissant des institutions face à la récidive. C'est l'histoire d'une faille systémique, d'une négligence criminelle qui a permis à l'horreur de se reproduire. Nous plongeons dans le dossier Evrard. Les faits sont accablants. 3 condamnations pour crimes sexuels, dont une peine de 27 ans de réclusion en 1989 pour le viol de 2 petits garçons. Il est qualifié par les experts de chasseur incorrigible de petits garçons. Mais le plus terrifiant, c'est la date de sa libération. 2 juillet 2007, 6 semaines seulement avant l'enlèvement d'Ennis. Comment un homme de ce profil, jugé incorrigible, a-t-il pu être relâché sans un suivi efficace? C'est la question qui hante les enquêteurs et qui va bientôt secouer la France entière. L'enquête révèle une série de manquements qui constituent la véritable conspiration de cette affaire. La conspiration du silence et de l'incompétence. Evrard était soumis à des obligations strictes, des mesures de sûreté censées protéger la société. Rester dans la région de Rouen, se présenter au juge d'application des peines, JAP, signaler ses déplacements, s'abstenir de tout contact avec les mineurs et surtout se soumettre à un traitement hormonal et à un suivi médico-psychologique. Il a violé toutes ses obligations. Il s'est soustrait à son suivi, a cessé son traitement et s'est déplacé de Rouen à Roubaix sans prévenir personne. Le système, censé être un filet de sécurité, s'est avéré être une passoire. La tension monte à mesure que les enquêteurs réalisent qu'ils ne cherchent pas seulement un ravisseur, mais un homme qui a déjoué l'appareil judiciaire avec une facilité déconcertante. Chaque minute perdue dans la recherche d'Ennis est le prix de cette négligence institutionnelle. Les implications sont dangereuses. Le crime d'Evrard n'est pas un acte isolé, mais la conséquence directe d'une faillite systémique. Le Japet de Rouen, qui aurait dû surveiller Evrard, est sous le feu des critiques. Le secret que l'État tente d'enterrer est l'aveu que les mesures de sûreté post-peine sont illusoires. Le scandale prend une dimension encore plus sombre avec la révélation d'un détail macabre. Un médecin de la prison de Caen, où Evrard était détenu, avait avoué avoir prescrit du Viagra aux pédophiles multirécidivistes. Cet événement, révélé plus tard, soulève une question encore plus grande. L'échec du suivi était-il seulement de la négligence ou y avait-il une complicité ou une légèreté criminelle au sein même du système pénitentiaire? La prescription d'un tel médicament à un délinquant sexuel sous traitement hormonal est un non-sens médical et éthique, une preuve de l'incurie qui régnait dans la gestion de ce cas. La police judiciaire, tout en traquant Evrard, doit gérer l'onde de choc interne provoquée par la découverte de son identité. Ils savent que s'ils ne retrouvent pas Ennis, la responsabilité de l'État sera écrasante. La pression est immense. Les heures s'étirent, chaque minute augmentant le risque pour l'enfant. La traque se concentre sur les lieux que Evrard pourrait connaître à Roubaix, sa ville d'origine.
Les enquêteurs travaillent sur l'hypothèse qu'il se cache dans un lieu isolé, un endroit où il pourrait séquestrer l'enfant sans être vu. Le témoignage du cafetier, Rabah Ahmed, est la seule chose qui les guide. Il a identifié l'homme aux bras plâtrés, et c'est ce détail, ce signe de faiblesse physique, qui va paradoxalement devenir la force de l'enquête. Alors que l'alerte est maximale et que les policiers se lancent à la recherche d'Évrard, ils reçoivent un appel. Un ancien co-détenu d'Évrard, voyant l'alerte, a contacté la police. Il donne une adresse, un lieu où Évrard avait l'habitude de se cacher. Un garage désaffecté dans une zone industrielle de Roubaix. Le temps s'arrête. Les policiers réalisent qu'ils ne cherchent plus un fantôme, mais un homme qui a violé toutes les conditions de sa libération, un homme qui est un danger imminent. La traque est lancée, mais le narrateur doit faire une pause, car l'action qui suit est trop intense pour être racontée sans préparation. Le silence radio est total. Le sort d'Ennis se joue dans les minutes qui suivent. Reviravolta, la phrase choc du cafetier, Rabah Ahmed, qui a identifié Évrard, a permis de localiser le prédateur. Mais la véritable reviravolta dans cette affaire, c'est la rapidité et l'efficacité du dispositif alerte-enlèvement, contrastant de manière saisissante avec la lenteur et les failles du suivi judiciaire. C'est le moment où l'institution, défaillante dans sa mission de prévention, se rachète par une action d'urgence, portée par la mobilisation citoyenne. Le dispositif, activé à 20h40, a permis de recueillir des témoignages cruciaux. Un ancien co-détenu d'Évrard, voyant l'alerte, a contacté la police. Un chauffeur de taxi a également fourni une information vitale. Ces pistes convergent vers un lieu précis à Roubaix. La nouvelle ligne d'enquête se concentre désormais sur la localisation immédiate pour sauver l'enfant, laissant de côté, pour l'instant, le scandale de la libération d'Évrard. C'est une course contre la montre pure, où l'instinct et la solidarité citoyenne prennent le relais de l'institution défaillante. Les policiers se dirigent vers une zone industrielle, un garage désaffecté. Le conflit interne est palpable. Les enquêteurs savent qu'ils sont face à un homme qui a déjà violé et agressé des enfants. Ils savent que chaque seconde compte. Le silence radio est total. La tension est à son comble. Les équipes d'intervention se positionnent autour du garage. L'odeur de l'huile et de la ferraille rouillée se mêle à l'adrénaline. Les policiers savent qu'ils doivent agir avec une précision chirurgicale. Une erreur, un bruit, et la vie du petit Ennis pourrait être en danger. Peu après minuit, vers 0h15, les policiers pénètrent dans le garage. Ils trouvent Francis Évrard et le petit Ennis. L'enfant est vivant. C'est un soulagement immense, mais la victoire est amère. Ennis est emmené à l'hôpital. Les examens confirment l'horreur. L'enfant a subi des sévices sexuels. Évrard est immédiatement interpellé. Le narrateur découvre alors un fait troublant. Évrard n'a pas été arrêté grâce à la surveillance du JAP, mais grâce à la mémoire d'un ancien co-détenu. Le système a échoué, mais la communauté a sauvé l'enfant. Le narrateur réalise qu'il ne peut pas encore révéler la totalité des failles du système, car l'émotion du sauvetage doit d'abord être partagée. Révélation finale. La révélation promise dans le hook est double. L'horreur du crime et la vérité sur la faille institutionnelle. Ennis a été sauvé, mais la question demeure, pourquoi Évrard était-il là? L'enquête post-arrestation révèle l'ampleur de la négligence. Francis Évrard, le prédateur, a été libéré sans que les mesures de sûreté ne soient appliquées. Il a pu se déplacer librement, sans traitement, sans surveillance. Le bras plâtré, le détail qui a permis son identification, était la seule chose qui le distinguait. Les conséquences de cette découverte sont immédiates et nationales. Le cas Ennis devient le symbole de l'échec de la politique pénale française face à la récidive. Le président Nicolas Sarkozy est contraint de convoquer une réunion d'urgence avec les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé. Le débat public est incandescent. Faut-il durcir les peines? Faut-il instaurer la castration chimique? Le silence des institutions est brisé par la fureur populaire.
Le suspense résiduel se concentre sur le procès. En 2009, Francis Évrard est jugé par le tribunal de Assises du Nord à Douai. Il admet le kidnapping, la séquestration et le viol. Le 30 octobre 2009, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. La justice a rendu son verdict, mais la cicatrice reste. Le père d'Ennis, Mustapha, devient le porte-parole de toutes les victimes de la récidive. Le petit Ennis a survécu, mais sa vie a été brisée par un homme que l'État avait laissé libre. Le cas Évrard a conduit à des réformes, mais la question fondamentale demeure. Le système a-t-il vraiment appris de ses erreurs? Les JAP ont-ils les moyens de surveiller les prédateurs? La vérité est que le danger rôde toujours. Et si, quelque part en France, un autre Francis Évrard était en train de violer ses obligations, attendant son heure, à cause du silence des institutions, enserrement obligatoire. Le cas Ennis est un miroir tendu à la société. Il nous rappelle que la récidive n'est pas une fatalité, mais souvent le résultat d'une négligence. Nous avons vu la solidarité citoyenne sauver un enfant, mais nous avons aussi vu l'échec de l'État. La question n'est pas de savoir si Évrard est un monstre, mais de savoir pourquoi nous lui avons donné les clés pour agir. Question ouverte. Le cas Évrard a conduit à des réformes. Pensez-vous que les mesures de sûreté actuelles en France sont suffisantes pour garantir que les prédateurs multirécidivistes ne puissent plus jamais nuire? Ou le système est-il toujours une bombe à retardement? Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé. Je lis absolument tout.